Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Éco-Débat. L'actualité sur le continent a été fortement marquée par les récents événements en Ukraine et les prévisions annoncées de famine sur le continent. La crise en Ukraine a mis en évidence la forte dépendance du continent vis-à-vis de l'extérieur et surtout de ses denrées et des matières premières de première nécessité. Du coup, on observe une flambée des prix partout sur le continent. Crise en Ukraine, flambée des prix en Afrique et après. On ouvre le débat donc avec nos invités du jour. Sadia Zouzou, expert en intelligence économique. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Smaro, de nous avoir invités une fois de plus encore pour éclairer nos chers téléspectateurs. Et avec nous ici en studio, M. Kwame Alain-Serge Kouadio, consultant en développement. Merci encore d'être avec nous. Merci, M. Stéphane Soumaro. Merci de me faire confiance. Alors, c'est toujours un plaisir d'être avec vous, mais je ne sais pas si le plaisir est partagé par tout le monde, surtout concernant la flambée des prix. Je pense que là, il y a plus des grincements des dents que des plaisirs. Alors, on observe cette flambée des prix sur le continent africain. Cela est dû à la crise en Ukraine. Comment est-ce qu'on arrive encore à justifier une telle montée des prix sur le continent? Bon, merci beaucoup, Smaro. Je pense qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent justifier l'augmentation de cette flambée des prix sur les marchés africains. De façon globale, il faut expliquer cela par la dépendance de la plupart des pays africains, notamment en ce qui concerne les matières premières, que ce soit dans le domaine énergétique, etc. etc. Donc, pour en venir maintenant aux causes récentes, c'est bien entendu c'est la guerre en Ukraine qui, aujourd'hui, l'opération spéciale selon les Russes et la guerre en Ukraine pour les pays occidentaux, qui est aujourd'hui à la base de cette flambée de prix aujourd'hui. Et cette flambée des prix est due essentiellement à la batterie de sanctions économiques qui ont été infligées à la Russie et dont on connaît la position. On sait par exemple que avec plus de 11,8% du marché du pétrole brut mondial, venant en deuxième position derrière l'Arabie Saoudite, la Russie est un acteur très important en ce qui concerne la fourniture des hydrocarbures. Et donc, il y a ce facteur qui est très important. Et c'est la même chose aussi au niveau de la fourniture du gaz. Et on sait que la Russie et l'Ukraine sont aussi des acteurs très, très importants en ce qui concerne la fourniture de ces matières premières. Autre chose aussi, il y a des raisons aussi géostratégiques. Il faut dire que depuis la fin du mur de Berlin, il y a, je veux dire, malgré les ententes qu'il y a eu entre Gorbatchev à l'époque et les pays occidentaux, il y a cette volonté des puissances occidentales d'étendre l'influence occidentale au-delà de la ligne qui avait été tracée. Et aujourd'hui, je pense que cette volonté d'expansion-là se heurte aujourd'hui à ce qu'on pourrait qualifier comme ligne rouge de la part de la Russie, étant donné bien entendu que la présence des puissances occidentales à travers l'OTAN se trouve aujourd'hui en Ukraine, et l'Ukraine n'est pas n'importe quel pays, je vais dire, sur le plan mondial, parce que l'Ukraine c'est le grenier du monde, le grenier agricole du monde. Aujourd'hui, c'est une puissance agricole qui concentre beaucoup de production sur le plan de l'alimentation et aussi sur le plan aussi des produits oléagineux. Et donc voilà l'explication que je peux donner pour le moment en ce qui concerne la question que vous m'avez posée. Alors, mais justement, parlons de ces matières premières et on nous dit que l'Ukraine est en quelque sorte le grenier du monde pour certaines matières premières, alors qu'on sait que l'Afrique est quand même ce continent à vocation agricole pour le moment, comme on peut le dire. Comment est-ce que l'Afrique, qui est censée être le grenier du monde, est aujourd'hui privée de ces matières premières, de ces denrées par rapport à l'Ukraine? Merci, M. Stéphane Soumaro. Et permettez-moi d'abord de poser les bases de cette intervention pour dire qu'avant cette crise ukrainienne, l'Afrique était déjà en proie à de nombreuses difficultés. Nous avons la crise climatique qui impacte la production en termes de produits agricoles. Il y avait également la crise de la Covid dont les Africains sortaient péniblement des différentes difficultés. Et quand on connaît déjà les différentes mesures
je dirais, draconiennes, conservatoires qui ont été prises du point de vue sanitaire par rapport aux exportations. On a vu un peu ce que ça a donné au niveau de la flambée des prix. Maintenant, en ce qui concerne la guerre en Ukraine, qu'est-ce qui pourrait expliquer le fait que l'Afrique, qui est censée être un grenier alimentaire, qu'est-ce qui pourrait expliquer le fait que l'Afrique, qui fait environ 1,4 milliard d'habitants, ne soit pas capable de s'autosuffire en termes de produits alimentaires et se fasse approvisionner par l'Ukraine, un pays de 44 millions d'habitants. Donc c'est là la problématique, mais c'est simple. C'est parce qu'en Afrique, on a une économie qui est fortement tournée vers l'extérieur. C'est parce qu'en Afrique, on n'a pas une agriculture qui est mécanisée. C'est parce qu'en Afrique, on n'a pas une véritable politique de sécurité alimentaire, une véritable politique d'autosuffisance alimentaire. Voici des raisons qui pourraient expliquer. Maintenant aussi, ce qu'il est important de noter, c'est que principalement les pays de l'Afrique subsaharienne ne sont pas les seules victimes. Nous avons les pays du Maghreb. On a même la Turquie, l'Égypte qui est un grand consommateur de blé au monde. Mais ce qu'il est important de noter aussi dans cette dynamique, c'est de savoir que cette crise en Ukraine n'impacte pas seulement que l'Afrique. Mais vu que l'Afrique avait déjà un discrédit sur ses politiques de gestion alimentaire, ses politiques agricoles, et vu la crise climatique, l'Afrique automatiquement est pointée du doigt. Mais il est important de souligner qu'il y a d'autres facteurs exogènes qui pourraient aussi expliquer cette raison. C'est que la Russie et l'Ukraine produisent environ 35% des céréales du monde. Sans oublier l'engrais, l'huile et tournesol. Et quand vous prenez cette masse importante de production, 45% vient sur le continent africain. Donc pour dire que la Russie et l'Ukraine se sont imposés en tant que des partenaires stratégiques en matière de production alimentaire pour le continent africain. Bon, là, ce qui reste à faire, c'est la stratégie d'adaptation pour les Africains. Est-ce qu'il faut forcément produire du pain avec du blé? C'est autant de questions qu'il faut poser. Je crois que nos ingénieurs agronomes du CNA pourront nous en dire quelque chose. Oui, moi je voulais relativiser quand même par rapport à la question du blé dont on dit, pour lesquels on fait des prédictions alarmistes dont on dit par exemple que son manque par exemple pourrait entraîner la famine dans les pays africains. Il faut véritablement relativiser parce que les pays africains ne sont pas tous logés à la même enseigne. C'est-à-dire que vous avez les pays... D'abord, le blé n'est pas une culture qui est plantée, cultivée sur le sol africain de façon générale. Et les plus grands consommateurs sont les quelques rares pays du Maghreb, notamment les pics, c'est avec l'Égypte, la Tunisie, etc., etc. Mais quand on vient par exemple en Afrique, au sud du Sahara, je pense que le blé n'est pas, je vais dire, un aliment de base, notamment vraiment vitalement stratégique pour les pays africains. C'est tout juste quelques populations dans les pays, je vais dire dans les zones urbaines, qui sont habitués à manger, à consommer le pain, le blé, je vais dire sous forme de pain, mais de façon marginale. Ce dont il est question ici, à mon avis, c'est la disponibilité de l'engrais. On sait par exemple que l'Ukraine, et comme on co-débattait l'a dit tout à l'heure, l'Ukraine et la Russie, à eux seuls, cumulent plus de 45% de la production mondiale en matière d'engrais. C'est-à-dire que ce soit l'engrais phosphorique, les engrais phosphoriques et les engrais potassiques. Donc, les pays ont besoin de ces engrais-là pour aider au développement des cultures en Afrique, notamment les cultures de façon intensive. Nous, en Afrique, nous avons je vais dire, l'agriculture familiale qui coexiste à côté de l'agriculture industrielle. Un pays comme la Côte d'Ivoire, par exemple, est un pays essentiellement agricole, dont l'économie est basée sur l'exportation des matières premières agricoles, telles que le café, le cacao, les VA et l'anacarde, pour lesquels on fait des cultures intensives et que ces cultures intensives-là ont besoin d'engrais. Mais l'agriculture familiale, de façon générale, l'utilisation de l'engrais est pratiquement marginale. À part quelques pays comme le Sahel, les pays du Sahel, etc., etc., les Africains totalement ne sont pas aussi dépendants du blé
qu'on pourrait le penser. Donc, je vais dire, il y a peut-être d'autres raisons qui ne sont pas, qu'on ne peut pas avancer. Vous avez vu le cas, par exemple, de la Covid-19, on nous avait prévu une hécatombe dans les pays africains, on a dit qu'on allait ramasser les Africains à la pelle, etc., etc. Donc, ces prévisions alarmistes, à mon avis, en me basant sur la consommation relative du blé, et je pense que le fait que le blé soit, qu'on empêche le blé, à travers, que ce soit l'Ukraine ou la Russie, qui empêche l'évacuation de ces produits-là, ça n'a pas véritablement d'impact sur... je veux intervenir. Mais justement, je vais revenir aussi sur un facteur et puis je vais vous laisser la parole. On parle aussi, toujours dans le cadre de cette flambée des prix, on a le cas de la flambée des prix au niveau du pétrole. Oui. Donc on a vu les prix monter à la pompe, on a eu même déjà un décès en Guinée suite aux manifestations de cette augmentation. Et on voit que dans les différents pays d'Afrique, ça commence à grincer un peu des dents. Comment est-ce que nos États pourrait faire pour arriver à atténuer cette crise? Merci, M. Stéphane. Je vais d'abord réagir rapidement à ce qu'il a dit. En ce qui concerne la consommation de blé, il est important de noter que le pain est l'un des aliments les plus consommés au monde, dont une grande partie en Afrique. Les Africains consomment assez de pain. Maintenant, bon, ce qui pourrait expliquer... Peut-être les Baoulés en Côte d'Ivoire. Non, les Africains consomment beaucoup de pain. Ce qui pourrait expliquer cette flambée des prix au niveau du pain, certains pourraient mettre à l'actif des difficultés d'accessibilité au blé, c'est la question de l'énergie. Vous savez que le secteur économique ne peut fonctionner sans énergie. Nous sommes dans un système où on a un grand pays producteur de pétrole tel que la Russie, qui est le deuxième, qui est dans un contexte de crise. Il y a l'Ukraine, qui est une zone de transit par rapport au gazoduc. Donc cette zone-là, je veux dire, est exclue du monde, parce que quand vous faites face à des piles de sanctions, ça veut dire que vous n'avez pas accès à certaines autoroutes maritimes. Ça veut dire que vous n'avez pas accès à certains espaces maritimes, vous ne pouvez pas effectuer vos transports maritimes comme il se doit, alors que 90%, 95% des échanges commerciaux du monde se font par voie maritime. Donc là, voici un véritable problème. Donc ça va entraîner un choc pétrolier qui va forcément impacter la production industrielle. Maintenant, qu'est-ce qui explique le fait que les Africains soient dans de telles difficultés? C'est normal parce que tout le monde ne produit pas le pétrole. Maintenant, même quand vous produisez, vous avez combien la quote-part que vous recevez? Tidjane Thiam avait dit à l'époque que si un pays a des ressources naturelles et qui n'a pas la technologie pour les exploiter, ces ressources naturelles n'ont pas de valeur. En réalité, c'est ça. Donc, il y a cette difficulté-là. Il y a aussi, deuxièmement, vous savez, le pétrole, quand il est de qualité, les gens préfèrent le vendre que de le raffiner sur place. Donc, il y a encore d'autres difficultés. Il y a aussi la politique énergétique de nos États. On sait que c'est des secteurs qui sont gérés avec une certaine opacité. Je pense que pour avoir plus de renseignements sur cette question, vous pouvez poser la question à qui des droits. Il y a des personnes mieux outillées pour renseigner sur cette question. Maintenant, en termes de politique, qu'est-ce que l'État pourrait faire pour améliorer le quotidien des populations? Je pense que ce sont des politiques de soutien massif que l'État peut faire. Des politiques, des mesures palliatives. L'État pourrait, par exemple, subventionner les produits pétroliers, de sorte à ce que le prix du carburant ne connaisse pas des flambées excessives. Parce que lorsque le prix du carburant monte, il y a forcément des répercussions sur le transport, sur le prix des marchandises, sur les denrées de première nécessité. Donc je pense que ce que l'État peut faire, c'est des politiques de soutien massif, dans un premier temps. C'est le manque, pour moi, à mon avis, d'infrastructures de raffinage. Vous ne pouvez pas comprendre que le plus grand pays, le plus grand producteur de pétrole en Afrique, qui est le Nigeria, importe du pétrole raffiné, oui, c'est pour ça déjà à 98% du pétrole raffiné. Donc, c'est vrai, les experts pensent que le raffinage nécessite beaucoup d'argent et il a tout à l'heure parlé des personnels qualifiés. Je pense que ce n'est pas là le problème. Le problème ne se trouve pas là parce qu'il y a eu peut-être la facilité au départ du fait d'envoyer les matières premières brutes à l'extérieur, comme c'est le cas en dehors du pétrole et les autres produits des rentes. On parle plus des minerais, aussi bien des hydrocarbures que des produits agricoles qui sont en grande partie exportés hors du continent africain sans pour autant qu'il y ait cette plus-value ici à travers l'industrialisation. Donc c'est ça qui pose le problème. Alors maintenant, la solution qu'on pourrait proposer, c'est de chercher à avoir, pour les pays africains, d'avoir une certaine autonomie
sur le plan énergétique, notamment au niveau du pétrole. Mais là encore, ça pose la question de savoir est-ce que les Africains ont les moyens d'assurer. Non, la technologie n'est pas un problème parce que vous avez aujourd'hui beaucoup de gens qui sont formés. Vous avez en Côte d'Ivoire, à travers les pays africains, si on n'a pas la main-d'œuvre sur place, on peut faire venir la main-d'œuvre de l'extérieur. Mais je veux dire que le pétrole et les hydrocarbures sont, je veux dire que ce sont des ressources qui sont considérées comme stratégiques. Et quand des ressources sont stratégiques, elles sont contrôlées la plupart du temps souvent par les grandes puissances qui détiennent les moyens de défense militaire. Je veux dire qui ont un hard power très, très, très puissant pour leur permettre de protéger ces différentes ressources. Donc la plupart des guerres qui se déroulent à travers le monde entier aujourd'hui, même la guerre d'Ukraine, c'est la guerre pour le contrôle des hydrocarbures, il faut le savoir. Donc ça veut dire que les Africains n'ont pas suffisamment de force de ce côté-là pour pouvoir protéger certaines ressources. Donc, comment est-ce que nos États pourraient arriver à atténuer cette crise? On a parlé tantôt de subventions. Oui, je disais que la question de la subvention est une question assez délicate. C'est un débat sur lequel on pourrait s'étendre en longueur de temps. Mais la question des subventions est une question, je vais dire, de rang au niveau des puissances sur le plan mondial. Parce que, et donnez-moi un exemple, les grandes puissances sont autorisées ou s'autorisent à apporter des subventions à leurs agriculteurs, à leurs capitaines d'industrie et à leurs produits pour leur permettre d'être compétitifs sur le marché international. Mais pendant ce temps, les pays africains qui sont laissés pour compte, qui sont beaucoup plus faibles, n'ont pas cette possibilités-là parce que la plupart de ces pays-là sont sous programme d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale. Et en vue officiellement, dans l'optique de favoriser la libre concurrence, ce sont des questions qui sont très très contrôlées, notamment en ce qui concerne ces institutions-là. Donc, le fait que les subventions au niveau des pays africains ne sont véritablement contrôlées et donc les gouvernants africains n'ont pas la capacité, je vais dire, d'avoir un regard et de subventionner à souhait pour permettre à leurs entreprises ou à leurs produits d'être compétitifs aussi sur le marché international. Cela dit, la seule chose qui peut être faite, c'est de chercher les moyens pour une véritable souveraineté énergétique. Et quand on parle d'avoir la souveraineté énergétique sur des matières premières stratégiques ou des matières premières critiques, notamment comme le pétrole, etc., ça demande un ensemble, ça demande d'avoir un hard power très très puissant, notamment, je veux dire, il faut avoir une puissance militaire, une puissance économique derrière, parce que le pétrole est à la base de pratiquement tous les grands conflits mondiaux aujourd'hui. Donc je veux dire que c'est une matière première stratégique que les grandes puissances ne peuvent pas laisser comme ça à la disposition d'autres puissances. Donc à mon avis, la question c'est de trouver un moyen. Et les dirigeants africains devraient pouvoir compter, je pense, sur leurs experts locaux. Et ça c'est véritablement important parce que je pense que quelle que soit la situation difficile, il y a toujours une possibilité de trouver une solution intermédiaire. C'est vrai, les Africains n'ont pas les moyens de combattre les grandes puissances, ça c'est sur le marché mondial, mais il y a des possibilités de trouver quand même des voies. Comment les pays du Maghreb, enfin je vais dire, les pays arabes ont fait, par exemple, pour avoir le niveau de développement qu'ils ont aujourd'hui grâce au pétrole. Je pense que l'un dans l'autre, il y a toujours des possibilités de voir comment est-ce que les pays africains peuvent tirer un meilleur profit de leurs ressources, que ce soit les hydrocarbures ou bien aussi les produits agricoles. Alors, monsieur, en attendant l'autonomisation de l'Afrique sur ces questions énergétiques et autres, il s'agit pour le moment, comme on le voit avec certains dirigeants africains, d'arriver à stopper cette crise en Ukraine pour permettre à ce que le cours normal des choses reprenne. Et dans cette dynamique, on a vu le président sénégalais Macky Sall se rendre d'abord comme on appelle devant l'Union européenne, et après il s'est rendu chez le président Vladimir Poutine, le président russe. Messieurs, comment est-ce que vous analysez cette démarche de médiation, si on peut le dire, du président sénégalais Macky Sall? Bon, personnellement, moi je ne peux pas l'appeler une démarche de médiation. Le président Macky Sall allait défendre l'intérêt des Africains. Parce que quand vous suivez bien l'actualité, les Africains ils ont joué la neutralité, même au niveau des sanctions onusiennes. Et il a si bien signifié au président Poutine. Et le président Poutine lui a dit en retour que la question des exportations ne pose pas problème.
Mais le souci, c'est qu'il y a une pile de batteries, des sanctions, qui empêchent aujourd'hui les exportations russes. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, les Russes ont pris le contrôle d'une grande ville stratégique de l'Ukraine, Mariupol. Mariupol qui est un grenier économique, Mariupol et Odessa. Mais si on empêche les Russes, je dirais, d'exporter leurs produits parce qu'il y a des sanctions, alors que c'est à partir de ces zones névralgiques-là que les produits sont censés être écoulés sur le continent européen et puis sur les autres continents. Donc, il y a un véritable problème. Donc, je me dis que c'est ces questions-là que le président Macky Sall est allé débattre avec son homologue russe, mais en même temps lui soumettre la problématique selon laquelle le continent qui perd le plus en dehors du continent européen, c'est le continent africain. Pourquoi le continent africain perd? Le continent africain perd parce que son économie n'est pas transformée. Parce que son économie dépend fortement des produits qui viennent de l'extérieur. Vous voyez aujourd'hui, une des raisons qui explique cette inflation, c'est que nous consommons des produits qui viennent de l'Europe, de l'Amérique, des États-Unis. Aujourd'hui, il y a une crise énergétique. Or, sans énergie, il n'y a pas d'industrie. Donc, si il y a une crise énergétique, il va sans dire que les produits qui sortiront des industries vont connaître une flambée. Mais quand ils arriveront en Afrique, quand sera-t-il du prix? Donc, je pense que la solution pour les États africains, c'est de se tourner dans la dynamique de la ZLECAf. Ça, je ne cesserai jamais de le dire. L'Afrique, c'est 1,4 milliard d'habitants. L'Afrique, c'est une population qui est jeune. L'Afrique, c'est un scandale géologique. La RDC seule peut approvisionner toute l'Afrique en électricité. Donc, je pense que les Africains doivent essayer de se mettre ensemble et puis éviter de forcément internationaliser l'économie. Mais quand vous avez un vaste marché de consommation sur le continent africain, pourquoi forcément aller chercher à consommer des produits internationaux? Je pense que c'est une affaire de mindset, état d'esprit. Les Africains doivent essayer de consommer ce qu'ils produisent. C'est ce qui pourra permettre des échanges sud-sud. Par exemple, on pourrait se tourner vers les pays du Maghreb, bénéficier de leur expertise, de leur expérience. À partir de ces échanges sud-sud, il y aura une certaine dynamique économique, certains flux qui vont permettre d'étoffer la dynamique économique financière et puis les États africains pourront prendre un envol. Ça va permettre aux États africains d'être à l'abri des crises internationales. Parce que dès qu'il y a une crise internationale, l'Afrique est automatiquement impactée. Tout simplement parce qu'elle n'a pas une politique locale. Bon, moi, j'apprécie la démarche du président sénégalais Macky Sall sur un double aspect. D'abord, le premier aspect, c'est que je veux croire en tant que président de l'Union africaine que le président Macky Sall va de très bonne foi de lui-même, dans un premier temps, pour plaider la cause des pays africains qui, comme la Banque mondiale l'a dit, seront impactés jusqu'en 2004, dans le rapport de la Banque mondiale, 2024, en ce qui concerne la flambée des prix. Ça, c'est pour cette raison, et aussi le fait qu'il y a un retour, pour les raisons géopolitiques, c'est qu'il y a un retour aujourd'hui de la Russie vers les pays africains. Notamment, vous avez vu un peu l'arrivée de la Russie qui pose certes problème aux puissances déjà en place, notamment en Centrafrique, au Mali et autres, etc., sur le théâtre d'opération. Et donc, je veux dire que l'Afrique est aujourd'hui au carrefour de convoitises au niveau des grandes puissances sur le plan international. Et je pense, à mon avis, qu'il y a toujours eu quand même cette proximité entre la Russie et les pays africains. Et les pays africains qui pensent que les Russes, de tout temps, les ont traités comme des partenaires véritablement à part entière. Ça, donc, je pense que, vu sur ce côté-là, on peut dire on peut apprécier la démarche sincère du président Macky Sall. L'autre volet est que je me pose la question de savoir si ce n'est pas une visite par procuration. Vous savez que... Une visite par procuration. Une visite par procuration. Lorsqu'il y a eu l'opération de la Russie en Ukraine, il y a l'opération spéciale. L'opération spéciale de la Russie en Ukraine, il y a eu toute une batterie de sanctions économiques. Aujourd'hui, tout azimut qui s'est abattu de la part des pays de l'OTAN, les États-Unis et les pays européens sur la Russie aujourd'hui. Mais il se trouve qu'il a commencé à avoir les effets boomerang quand même de ce côté-là. Et aujourd'hui, l'objectif des sanctions, c'était d'arriver à soumettre le président russe.
Et apparemment, ces mesures-là n'ont pas apporté, je veux dire, les résultats escomptés. Alors, en tant que grande puissance, on sait très bien que l'Union africaine est, de façon, on le sait, financée en grande partie par les pays européens. Est-ce que ce n'est pas une façon pour les pays occidentaux de sauver la face en utilisant le créneau l'intermédiaire du président Macky Sall sénégalais pour parler à la Russie? Parce qu'en diplomatie, il y a ce qui se dit officiellement et il y a ce qui se passe dans la réalité. Aujourd'hui, beaucoup de pays vous diront, les pays occidentaux disent que bon, qu'ils ont cessé de s'approvisionner en hydrocarbures, essentiellement en pétrole, auprès de la Russie. Mais je veux dire que de façon indirecte, jusqu'à aujourd'hui, les pipelines continuent de servir du pétrole au pays. Donc je veux dire qu'à mon avis, voici comment moi j'apprécie cette visite-là. Donc pour me résumer, je pense que le président Macky Sall est parti d'abord, dans un premier temps, directement de lui-même pour parler au nom des pays africains qui peuvent se trouver impactés par cette crise, et en d'autres circonstances aussi, comme cette guerre est une guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie, le président Macky Sall serait peut-être parti avec la bénédiction des pays occidentaux qui se trouvent coincés aujourd'hui. Il faut aussi, j'ajoute aussi pour terminer là, je vais vous dire aussi que c'est aussi une guerre informationnelle entre les pays occidentaux et la Russie. Alors aujourd'hui, comment est-ce qu'il faut converser avec la Russie et ne pas donner l'impression qu'on perd la face? Je pense à mon avis qu'en analysant sur ce côté, on peut aussi voir les choses comme ça. Alors donc on peut dire qu'on est encore parti pour une petite période de tension, donc la flambée des prix. Je pense que le continent africain ou tout le monde entier même serait encore confronté à cette flambée des prix pendant un certain temps, et vous l'avez dit, jusqu'à 2024, selon les prévisions statistiques du Fonds monétaire international. Messieurs, en tout cas, merci pour vos contributions. On a essayé, tant que faire se peut, d'ouvrir le débat et de situer le décor. Mesdames et messieurs, le débat se poursuit chez vous, mais vous pourrez retrouver aussi cette émission sur notre site internet www.medientv.com. Et aujourd'hui, je vous rappelle, nous étions avec monsieur Kwame Alinsej Kwadjo, consultant en développement. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Sadia Zouzou, expert en intelligence économique. Merci encore pour vos contributions. Agréable suite au programme sur nos antennes. Merci beaucoup.